Elle est encore d'actualité pour moi. Alors, Ouais. différemment, alors, il y a eu un premier sentiment désagréable venant des autorités, où on a ressenti le fait que le commentaire à la population était plutôt d'éviter un maximum les cabinets de médecine générale, de recentrer la population sur des soins d'urgence via les urgences d'hôpital et le centre 15. Donc ça, c'est un premier sentiment désagréable qui est apparu. Et puis, du point de vue de l'organisation de ma profession, j'ai une vraie fierté de l'organisation de mes collègues, puisqu'il y a eu un vrai élan de volontariat, d'organisation des territoires, de souplesse, de réorganisation, qui n'a pas forcément été simple pour la plupart d'entre nous. Euh, donc pour ça, je retire vraiment mon chapeau parce qu'ils ont réussi à se restructurer dans les territoires de santé une organisation qui n'était pas du tout la nôtre initialement. Donc ça, c'est un point qui était très positif par rapport à cette crise-là. Et puis un sentiment partagé du point de vue de la population. On a, comme vous êtes au courant, ces applaudissements à 20 heures de reconnaissance de la qualité des professionnels de santé. On a régulièrement des patients qui nous félicitent, qui nous encouragent. Euh, et puis, on a à côté de ça des comportements qui sont antinomiques avec cette position d'esprit, où on a parfois des formes de rejet de la part des patients qui nous penseraient être contaminés ou contaminants pour eux, où on a nos enfants qui sont mis à l'écart des autres enfants dans les écoles. Du coup, on a un double sentiment de besoin pour la société, mais également de paria, parce qu'on serait potentiellement contaminé, alors qu'on fait partie de la population les plus protégées, quand même maintenant avec le système d'aide. Et puis, un dernier sentiment aussi de frustration, où en fait on était un petit peu en première ligne dans le début de l'épidémie, où on a vu pas mal de nos collègues, même parmi mes étudiants, qui ont été touchés, contaminés, avec parfois malheureusement des conséquences graves, voire mortelles. Donc il y a plusieurs sentiments mêlés dans cette situation de crise actuellement. Deux aspects différents. Un aspect très positif dans mon territoire de pratique, où il y a une vraie communication entre différents professionnels de santé et médecins de spécialités différentes, où on communique très facilement par un forum, en fait, où on échange nos avis, nos expériences, des recommandations de bonnes pratiques. On a dedans des infectiologues, des santé publiques, des vaccinologues, des pédiatres, des généralistes, des médecins du travail. Bref, on a toute une profession représentée, si bien que c'était un échange majeur en fait dans cette coordination vie-hôpital qui permettait d'harmoniser les pratiques et d'être au plus près des recommandations. Ça, c'est le côté théorique. Ça permettait en pratique d'avoir quand même des billes de pratique pour l'ensemble des professionnels inscrits sur le forum. Et après, on a eu des retours d'expérience ratés à mon sens, où on était au courant, en tant que médecin traitant, bien trop tard, en fait, d'une symptomatologie de nos patients hospitalisés. On n'était pas au courant, en fait. Et c'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation où la médecine de premier recours est chantée pour une pratique hospitalière, hospitalo-centrée, qui reste encore malheureusement souvent d'actualité dans notre pays. Il y a l'état d'esprit, le système d'information commence à se développer. La crise du Covid-19 a permis de faire émerger différents systèmes d'information et de communication. Dans ma région, en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, on a un système de communication sécurisé d'échange mail entre professionnels qui existe, qui a été forcément très sollicité durant cette période. Ça a permis de booster ces pratiques. Le lien fort de cette crise-là, c'est cette augmentation nette de la communication ville-hôpital et entre les différentes professions, disciplines médicales. Ça, c'était vraiment le point fort que je retiens de cette crise-là. Et après, il y a ces problèmes de communication pratique des patients hospitalisés pour lesquels on n'avait pas du tout l'information, et un retour à domicile dont on n'avait pas forcément suivi. Alors, les décisions, on les prenait lorsque le patient nous contactait. C'est déjà la première phase, parce que
comme je vous l'ai dit, plusieurs ne nous contactaient pas et appelaient directement le centre 15. Donc parfois, le centre 15 jouait le jeu et nous le renvoyait pour la prise en charge. Parfois, le patient était directement adressé aux urgences pour prise en charge. Donc il faisait ce rôle de régulateur. Lorsque nous étions sollicités par les patients, on avait le même comportement que le régulateur au centre 15 avec l'estimation des signes de gravité clinique. Et puis, on instaurait soit une autosurveillance du patient, une télésurveillance parfois, avec des rappels systématisés, ou parfois en conduisant quelques critères de gravité à l'hôpital. Je pense que ce qui pourrait améliorer le système d'information, la collecte d'informations en tout cas, c'est de refaire confiance en fait, ou en tout cas de faire confiance au système de santé premier et à ses acteurs. Les échos que j'en ai eus de mes différents collègues, soit universitaires, soit praticiens de terrain, soit hospitaliers, c'est qu'on a été submergé par une immense quantité d'informations qui, à mon sens, a été délétère au final, puisqu'elles étaient discordantes, parce qu'on n'arrivait pas à couper cognitivement parlant de cette crise-là. On était connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même on en rêvait, si bien qu'on a eu des cerveaux qui ont vraiment surchauffé pendant cette période d'incertitude, à vouloir collecter de l'information pour répondre à nos propres angoisses de prise de décision. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas la traiter, on sait qu'elle est grave, mais en pratique, face aux patients, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Et c'était toute une période compliquée à gérer pour nous sur le terrain, probablement pour mes collègues hospitaliers aussi. Mais nous, on n'avait pas du tout les armes en fait, mais on avait des patients à gérer en face de nous quand même. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué. Alors, les groupes ont été très importants. C'est là où on a eu tous les sortes de la communication interprofessionnelle par les réseaux, les groupes d'échange, des listes de diffusion d'informations, mais entre professionnels de terrain qui avaient comme expertise principalement le terrain et voir ce qui remontait de leur pratique en fait. J'ai l'impression, j'ai des signes qui sont anormaux, c'est pas habituel. Je vous faire monter l'info. Est-ce que vous avez ce genre d'information chez vous aussi ? Oui, non, ça concordait. Au fur et à mesure, on a réussi à construire un peu un tableau clinique pragmatique en fait, de terrain, de ce qui se passait, sans forcément tenir compte de la littérature parce qu'elle n'existait pas à ce moment-là, avec toute la difficulté du processus de revue, de montée des études. Si bien que la connaissance est montée du terrain d'abord, très rapidement. Et c'était ça la clé de voûte de la réassurance des professionnels, c'était de faire confiance à des professionnels de terrain qui voulaient partager l'information. On arrive à un tournant en fait dans la connaissance scientifique où ces dernières décennies, on était sur la construction des essais thérapeutiques, de l'évidence-based medicine, la médecine fondée sur des faits. Mais quelque part, on oublie un peu le terrain, où les patients inclus dans ces études ne représentent pas forcément le terrain. Et je pense qu'il est temps de redonner place aux vrais gens du territoire, de la population, qui ne sont pas dans ces études-là. Ça me paraît important. Les trois idées que j'avais en tête, à mon sens, il y a toute une culture de la population à faire sur le risque sanitaire. Aussi bien les pays asiatiques, notamment les Chinois, étaient habitués en fait, à ces épidémies virales et ont très bien su réagir. Autant nous, dans notre pays occidental latin, on n'était pas du tout préparés en termes de population. Et il y a des résistances qui ont pu se mettre en œuvre durant cette crise-là, que j'aimerais pouvoir voir améliorer, ou en tout cas éviter ou améliorer de revoir dans ces prochaines années, parce que les crises sanitaires vont revenir, il y en aura d'autres. À mon sens, il y a un premier travail à faire sur l'éducation de la population à la gestion sanitaire, comme on a pu l'évoquer avec la crise du terrorisme, où effectivement il y avait la population qui a dû en fait faire face à ce risque terroriste et s'habituer à vivre avec. Là, l'idée, c'est de réussir à vivre avec le risque sanitaire et de mettre en œuvre les mesures barrières, des mesures de protection qu'on essaye d'enseigner. Donc c'est une vraie révolution culturelle, à mon sens, à mener dans notre pays. Le deuxième point, plutôt à destination du gouvernement, des gouvernances, c'est plutôt repenser soins premiers, territorial,
maillage. Ça me paraît quand même essentiel pour éviter ce réflexe initialement important, hein. Il fallait recentrer sur l'hôpital. C'est une structure, c'est organisé, c'est structuré, c'est rassurant pour le gouvernement. Mais maintenant, le territoire a pu montrer qu'il était capable de s'organiser très rapidement et faire preuve de charité, de volontariat, de bénévolat, de montage de structures de centres Covid en quelques jours, dans quelques semaines, ce qui est assez révolutionnaire dans notre pays. Enfin, il y a vraiment une force vive dans le territoire qu'il faut identifier, sur laquelle il faut s'appuyer. Maintenant que la structure de médecine générale existe, qu'il y a des collèges, qu'il y a des sociétés savantes, qu'il y a des syndicats, il y a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir s'appuyer dessus. J'aurais peut-être un troisième point sur euh, l'organisation et se préparer en fait à la survie des nouvelles crises. Donc, avoir déjà en tête, comme les plans Orsec ou les plans Orsan existent, des plans de gestion de situation de crise sanitaire.